Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir, bienvenue dans Au quotidien et Au quotidien, la suite à la présentation ce soir en ce jeudi 26 septembre. Laure Girard, bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. On parle de construction immobilière avec notre invité. Stéphane Galibert, promoteur immobilier, va évoquer avec nous les grandes difficultés que connaissent les entreprises du bâtiment et de la construction neuve depuis le Covid. Et puis dans la suite, on accueillera Jean de Falandre, producteur récoltant de sève de bouleau, bio et local. Un pari gagnant pour cet amoureux de la forêt dont l'entreprise vient de recevoir un prix qui récompense les collaborations locales entre petites entreprises et enseignes de la grande distribution, vous le verrez. Mais tout de suite, on passe à l'actu. Au sommaire de cette édition du jeudi 26 septembre, cet appel à consommer local. Le maire de Cromières voudrait voir plus d'habitants et de jeunes dans l'épicerie du centre-bourg. Découverte de Tiny House, un type de logement tout petit et décroissant que cette entreprise sartoise a fait le choix de développer. Et puis rencontre avec le jeune team manager d'une écurie dans le monde de l'endurance automobile, entre passion et découverte d'un métier auquel il n'était pas préparé à seulement 26 ans. Mais on ouvre ce journal avec de fortes inquiétudes pour les producteurs de lait dans la région. Le groupe Lactalis va réduire sa collecte de lait de près de 9% entre la fin de l'année 2024 jusqu'à 2030. Un plan national. Évidemment, les Pays de la Loire sont touchés par cette mesure, mais pour l'instant, elle ne concerne pas la Sarthe. La présidente de la région, Christelle Morancé, s'est fendue d'un communiqué après avoir échangé avec le président du groupe ce jeudi. Elle parle d'une décision extrêmement préoccupante pour les producteurs et les acteurs de la filière laitière de la région. Elle ajoute qu'elle sera particulièrement vigilante au maintien des emplois industriels. Fin de citation, affaire à suivre. Cela fait 3 mois que l'épicerie a rouvert à Cromières et pourtant, ça ne se bouscule pas au portillon. Les clients ne sont pas nombreux, en effet, dans les rayons de l'épicerie. Seulement une timide clientèle qui vient faire ses courses ou prendre un café au grand désarroi du gérant, mais aussi du maire de la commune. Le reportage d'Elisa Cribier. Marlène ne se voit plus faire sans elle. Depuis sa réouverture en juillet, l'épicerie de Cromières lui est devenue indispensable. C'est convivial et la marchandise est bonne. Et on prend notre petit café avec les copines et les copains. Certains clients y ont même leurs habitudes. Le mardi, il y a la commande du poisson pour le vendredi. Et puis le jeudi soir, on vient chercher notre petite pizza ou alors on la mange ici avec les amis. Et puis il y a le jeudi matin, on vient chercher notre petit journal, les nouvelles. Et puis quand il nous manque quelque chose, on vient faire nos petites courses en même temps. Mais la clientèle fidèle est rare. Une trentaine de personnes franchissent le pas de la porte chaque jour, essentiellement des seniors. Selon l'employé, les personnes actives travaillant à la Flèche ou à Sablé-sur-Sarthe continuent de faire leurs courses là-bas, ce qu'ils regrettent. Achetez un article. Aujourd'hui, demain ou après-demain, vous viendrez peut-être chercher 2 articles. C'est simplement lancer la petite chose et simplement que le commerce ne ferme pas. Il y a 8 mois, l'ancienne épicerie coopérative a fermé ses portes. Avec cette ouverture difficile, Xavier craint que le schéma ne se reproduise. Aujourd'hui, ça fait 3 mois que je suis ici, ça fait 3 mois qu'on n'a pas de rémunération, qu'on ne va pas en prendre parce que sinon, on ferme tout de suite. Comment attirer la clientèle? L'idée de devenir une franchise La Française des Jeux est sur la table. Distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres pour se faire connaître. Puis de le faire savoir autour de nous. Simplement que si on dit demain j'essaie d'amener 2 autres clients, 2 autres prospects, et au fur et à mesure on peut gagner, mais c'est à chacun de s'y mettre un petit peu. Un enjeu pour cette commune rurale qui, comme tant d'autres, essaye de faire vivre son centre-bourg. En bref, les élèves d'une école de Sablé-sur-Sarthe évacués d'urgence. En cause, un gros nid de frelons détecté par des agents municipaux à 8 h du matin dans la cour de l'école Gilles Ménage à Sablé. L'école est restée fermée toute la journée par mesure de précaution. Une entreprise spécialisée est intervenue. C'est une information de nos confrères des Nouvelles de Sablé. Les tiny house, un nouveau type d'habitat en vogue. Il s'agit d'une petite maison mobile fixée sur une remorque, principalement faite en bois. En Sarthe, une entreprise propose d'en réaliser sur mesure. La Tiny Mancelle, située à la Guierche, elle propose des journées portes ouvertes du 26 au 28 septembre au gîte du Plantagenet à Rouet. Pour comprendre un peu plus cette tendance en Sarthe, Alexandre Ferrer s'est rendu sur place.
Elle a l'allure d'un mobil-homme, mais une fois à l'intérieur, on se croirait dans une petite maison. Cet agriculteur de Rouet a fait l'acquisition d'une tiny house pour des locations à la nuit. C'était vraiment de proposer aux gens une immersion dans la nature et qu'ils reviennent à des choses simples et même, j'ai envie de vous dire, couper carrément le téléphone portable, quoi. 30 mètres carrés de surface habitable, coût du projet 110 000 €, dont 75 000 € pour la tiny house. Depuis cet achat en juin dernier, ce propriétaire a vu ses locations exploser. Donc juillet, avec un recul juste de 15 jours, on a pu proposer, on a eu 20 séjours différents, quoi. Donc ça va très vite, août était pareil, et du coup là ça a amené à vraiment réserver beaucoup plus régulièrement. Cette petite maison sur roues est réalisée par la Tiny Mancel, seule société de tiny house en Sarthe. Le concept originaire des États-Unis a séduit cet artisan. Le temps que ça traverse l'Atlantique, c'est arrivé il y a une bonne dizaine d'années. Voyant ce projet-là, je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire une, et puis on verra bien ce que ça va donner. Et puis de fil en aiguille, on en fait une, on en fait deux, et puis après on en fait un métier. L'entreprise compte en moyenne 6 réalisations par an. Une tendance de l'habitat minimaliste essentiellement construite en bois. Elle se présente comme une nouvelle philosophie de vie pour certains particuliers. C'était une famille, ils étaient 4. Ils ont tout vendu pour aller habiter dans une tiny house de 8,40 m. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est maintenant, mais ils vivent. En Sarthe, essentiellement des locations sont proposées. Une nuit dans cette tiny house s'élève à 125 € en semaine et 180 € en week-end. Une nouvelle parution de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui nous indique que la période est encore très instable économiquement. La conjoncture trimestrielle montre des signes de fragilité. En effet, l'emploi salarié se stabilise et ne progresse plus pour la première fois depuis 15 trimestres. L'INSEE note un net recul de l'emploi intérimaire et aussi dans la construction. Et même si l'activité économique progresse légèrement, plus 0,6% par rapport à la même période en 2023, certains secteurs, comme la construction justement de logements neufs, qui connaît son plus bas niveau depuis l'an 2000, à savoir, c'est-à-dire 4110 chantiers de logements commencés en Pays de la Loire ces 3 derniers mois, vous le voyez. Donc c'est 13,6% de moins qu'au trimestre dernier. On accueille tout de suite notre invité de notre journal, Stéphane Galibert, patron de Yes Wimo, promoteur immobilier au Mans. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors ça tombe à pic, cette lettre de conjoncture trimestrielle de l'INSEE, une étude qui nous montre quelque part que quand le bâtiment va, tout va. Et là, on voit bien que le bâtiment, la construction de logements neufs, ça ne va pas fort ces derniers temps. Oui, bonjour. Non, ça ne va pas fort. Disons qu'on a un petit peu de mal à se remettre de l'après-Covid et de remettre tout ça en route. Et puis, on a une inertie dans nos métiers qui fait que même quand ça va un petit peu mieux, ça met toujours un petit peu de temps à... Alors justement, depuis le Covid, rien ne vous a été épargné, on dirait. Hein. Vous avez eu vraiment une succession de problématiques locales et internationales qui impactent directement ce secteur d'activité. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Bien, disons que la phase de l'après-Covid a fait connaître un moment de croissance important avec une difficulté sur la ressource en matières premières qui a fait que, suivant l'offre de la loi et la demande, les prix ont considérablement augmenté, mais avec une phase d'activité importante et une difficulté dans le recrutement importante, puisque un certain nombre de personnes, suite à la période Covid, se sont réorientées. Donc tout le monde n'est pas revenu complètement au travail. Donc il a fallu recruter, augmenter les salaires. Donc tout ça a renchéri le coût de construction de manière importante. Et puis quand on pensait avoir atteint le pic, la guerre en Ukraine s'est déclarée. Et alors là, on a eu l'impression que tout se fabriquait en Ukraine, puisque chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on disait « mais non, mais ça vient d'Ukraine, on n'y arrive pas, ça bloque ». Donc de nouveau, on a eu cette difficulté qui a commencé à ralentir très fort notre secteur et toujours augmenter les coûts. Oui, c'est ça, parce que les banques s'en mêlent ensuite. Alors ensuite, voilà. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que les taux d'intérêt ont augmenté de manière assez importante. Augmentant ces taux d'intérêt, il y a eu une inflation qui s'est développée en même temps avec l'augmentation de ses coûts. Ce qui fait que là, on a eu deux effets assez compliqués qui ont fait que les taux d'intérêt étant importants, comment on dit, les gens n'ont pas pu acheter autant, parce que quand on emprunte à 0,80, c'est pas pareil que quand on emprunte à 4,60. Et comme l'inflation... on attend surtout, on attend pour investir. On attend, et puis comme l'inflation continue à augmenter, et que l'inflation, on va absolument l'éradiquer, dans la doctrine
doctrine, je dirais, monétaire, la Banque centrale européenne et la Banque de France et le Haut Commissariat à la sécurité financière ont fait en sorte de bloquer l'octroi de crédit en rendant les conditions d'octroi de crédit beaucoup plus difficiles. Donc ça a très bien marché puisqu'on a diminué par 2 le nombre de crédits immobiliers, mais diminuant par 2 le nombre de crédits immobiliers, évidemment, le marché de la promotion s'est ralenti et de l'immobilier neuf. Et comme les deux marchés sont très liés... Moins d'achats pour les particuliers, par exemple, dans le neuf, dans le logement neuf. Et donc, effectivement, un secteur d'activité pour les entreprises qui construisent dans le neuf qui est décroissant aujourd'hui. On le voit, moins 13,6% par rapport au trimestre dernier, selon l'INSEE. Oui, alors c'est vrai que quand on entend les chiffres de l'INSEE, on a l'impression que ça arrive là. Le problème, c'est que l'INSEE regarde toujours les chiffres assez en arrière. Donc, ça fait déjà pas mal de temps que ça décroît. Là, on commence à se rendre compte parce qu'on ne voit pas les nouveaux projets arriver. Donc, les entreprises ont encore du travail puisqu'elles finissent leur chantier. Mais la vraie difficulté va arriver là maintenant, puisque les permis de construire à déposer, les financements à mettre en œuvre et les nouveaux projets. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, le fait est, et il y a une inertie à redémarrer. Est-ce qu'un permis de construire, ça ne se dépose pas en 3 semaines, en plus? Alors, il y a un peu de travail avant. C'est ça. Non, mais vous parlez d'inertie. Il y a de l'inertie dans le passé, mais il y a de l'inertie pour les futurs chantiers. Bien, quand un promoteur immobilier ou un bailleur social dépose un permis de construire, il a travaillé sur un dossier en général 1 an avant. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, pour déposer des permis aujourd'hui, c'est sur des dossiers qu'on a initiés, nous, il y a 1 an. Et la conjoncture, il y a 1 an, était pour nous déjà difficile. Donc, les promoteurs ont plutôt un peu ralenti. Et pourtant, quand on se promène dans les rues du Mans, on voit qu'il y a plein de chantiers, il y a plein de chantiers de construction et on en est content. Ça montre une ville dynamique quand il y a des grues et des chantiers. Oui, et c'est un leurre, en fait. Il y a souvent des maires qui comptent les grues dans les chantiers qui aiment bien. Alors, il faut savoir que donc, on est sur des opérations où les chantiers sont en cours, sont en finition. La ville du Mans a quand même connu deux impacts plutôt favorables par rapport à d'autres villes comparables. La première, c'est que le 3 octobre de l'année dernière, la ville du Mans a changé de sectorisation et en 2017, certaines villes étaient passées en B1, ce qu'on appelle le B1, qui permettait d'avoir des réductions d'impôts quand on achetait, etc. Et le Mans n'y avait pas eu, contrairement à Angers. C'est pour ça que les prix à Angers, les gens ont vu que les prix à Angers augmentaient, alors pas beaucoup au Mans. Donc la ville du Mans a changé de sectorisation en octobre. Donc ça, première chose intéressante, parce que les investisseurs retrouvent des dispositifs fiscaux et une certaine confiance. Et puis le fait d'être classé en B1, ça donne confiance. On se dit, mais notre ville, elle a du dynamisme, elle est intéressante, elle est attractive. Ce qui fait que les promoteurs et les investisseurs viennent plus facilement sur le Mans. Et puis le deuxième aspect important, c'est que la collectivité métropolitaine, à la différence, enfin, ça s'est passé au Mans et pas forcément ailleurs, bien sûr, interrogeant les promoteurs il y a quelques mois et se rendant compte que justement les dépôts de permis de construire se ralentissaient, que surtout les lancements de chantiers, alors que les permis étaient obtenus, ne démarraient pas, ont pris une délibération pour accompagner les bailleurs sociaux pendant 2 ans. Une grosse enveloppe. À hauteur de 3 millions chaque année. Donc c'est des très grosses enveloppes. Et en gros, les chantiers que vous voyez aujourd'hui sont des chantiers qui ont bénéficié de ces apports, qui ont permis aux bailleurs de refaire leurs calculs et de pouvoir plus facilement monter les projets parce qu'ils ont eu une aide complémentaire compte tenu de la hausse des matériaux. Donc sur le Mans, on a vraiment eu ces 2 effets qui ont été amortisseurs par rapport à des difficultés qui ont été connues ailleurs. La réalité, très concrètement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui travaillent sur ces chantiers qui ont mis la clé sous la porte et ça arrive de plus en plus. Vous me disiez tout à l'heure en antenne que quand on regarde dans les journaux locaux, on voit qu'il y a des dépôts de bilan malheureusement. C'est une réalité très concrète. Quand le bâtiment ne va pas, c'est aussi ça. C'est aussi des emplois qui sont menacés et des entreprises. Les entreprises sont assez organisées. Vous avez des grandes entreprises qui travaillent sur des grands chantiers, des petites entreprises sur des plus petits, sur de la rénovation, etc. Et quand ça va moins bien sur un côté, les entreprises vont sur des activités, par exemple la rénovation était assez active avec des aides de l'État. Le problème, c'est que quand tout le monde va sur ce marché de la rénovation, les gros prennent le travail de petits qui étaient plus petits, et puis voilà. Et donc, ça déstabilise le marché. Et il y a des entreprises qui sont un peu plus fragiles et qui, malheureusement, mettent la clé sous la porte. La lumière est au bout du tunnel, quand même. On voit la baisse des taux, justement. Ça va peut-être redynamiser le marché. Progressivement, les gens vont se dire, allez, on va acheter quand même, les taux sont plus bas. Il faut toujours regarder quand même, quand on est dans une période difficile, il faut savoir comment on va rebondir. Et donc, oui, quand on a un cycle difficile, on sait qu'après, on aura un cycle qui repartira. Donc, il faut se préparer. Donc oui, je crois que la lumière est au bout du tunnel. Les taux d'intérêt ont décru, les coûts de construction se sont stabilisés. Il n'y a plus qu'à avoir un gouvernement un peu qui s'occupe un peu du logement, qui nous écoute, qui fiabilise et qui donne des règles stables et fiables pour les investisseurs, et puis ça repartira.
Merci Stéphane Galibert. Je rappelle que vous êtes le patron de Yes Wimo, promoteur immobilier de proximité au Mans. Merci. Merci à vous. On vous raconte maintenant une belle histoire qui concerne le sport automobile. Celle d'Oscar Cronier, un jeune homme passionné qui navigue autour de l'endurance depuis des années et qui est devenu team manager d'une équipe un petit peu par hasard à 26 ans. Aujourd'hui, il remporte ses premiers succès et s'épanouit dans ce poste qu'il connaissait très peu au préalable. Rencontre avec Colin Ancel. Parfois, il n'y a pas vraiment d'explication. Juste un hasard qui vient consacrer une passion, celle de l'automobile. J'ai grandi au Mans, j'avais mon grand-père qui travaillait dans le sport auto à l'époque. Donc forcément j'avais un regard particulier sur le sport auto. Et puis j'ai commencé à aller aux 24 heures du Mans très jeune. Animateur radio, journaliste pour des médias spécialisés en automobile, puis travaille avec des pilotes. Le parcours d'Oscar évolue autour de l'endurance, jusqu'à cette opportunité, aidé par Romain Iannetta avec qui il collaborait depuis des mois. Il a été appelé par Breton du coup pour un baquet vacant pour la course du Castellet, donc la deuxième manche du championnat. Et Breton l'a mis au courant qu'ils avaient remercié leur team manager après la course de Barcelone. C'est une toute nouvelle équipe, donc ils cherchaient en fait un team manager. Et Romain m'a proposé au poste de team manager. J'ai eu un entretien direct avec eux. Une première course au Castellet, puis en Sarthe pour Road tout le Mans avant de décrocher une victoire surprise à Spa. Deuxième sur la ligne, c'est bien l'équipe Breton qui s'impose après une pénalité reçue par la voiture de tête. Notre objectif avant d'aller à Spa, c'était de marquer nos premiers points là-bas. Au final, on a gagné, c'était complètement fou. Son travail, tout organisé, les règlements, les plannings, veiller à ne pas concéder de pénalités et surtout mener cette équipe tchèque le plus loin possible. L'objectif, ça va être de continuer de bien travailler, de bien préparer nos courses, d'augmenter petit à petit notre niveau de performance et en étant beaucoup plus constant. Et après, pourquoi pas de passer en LMP2 et de viser les 24 heures du Mans d'ici 3-4 ans. Donc j'aimerais beaucoup continuer l'aventure avec eux, parce que pour l'instant, on est ensemble depuis les débuts au final. Première étape pour atteindre cet objectif, figurer au mieux en Le Mans Cup, où l'équipe occupe actuellement la 5e place. La 6e et avant-dernière manche de ce championnat a lieu ce week-end au Mugello. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite de Quotidien avec comme invité Jean de Falandre, producteur récoltant de sève de bouleau, juste après une courte page de pub et de météo. A tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver ici sur LMTV Sarthe. Denis Delcourt pour vous accompagner comme tous les jours en espérant que vous ayez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors pour votre soirée, malheureusement encore quelques nuages. Des nuages qui resteront parfois porteurs d'averses. Côté température, celle-ci évolue entre 14 et 16 degrés. 14 degrés à Mamers, 15 degrés pour Alençon ou encore du côté de Vendôme pour Blois ainsi que pour Sillium. 16 degrés au Mans, pour Angers ou encore pour Laval. Pour la journée de vendredi au petit matin, le ciel restera assez variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. On n'est pas à l'abri encore une fois d'avoir quelques petites averses passagères. Côté température, celle-ci évolue entre 10 et 12 degrés. 10 degrés à Sillium, 11 degrés au Mans ou encore du côté de Montval-sur-Loire. 11 degrés également du côté de Blois ainsi que pour Tours. Comptez 12 degrés à Mamers. La suite de votre journée s'annonce plutôt identique avec toujours ce ciel variable. De temps en temps, quelques rayons de soleil, mais globalement les nuages resteront assez nombreux. Des nuages menaçants puisque vous le voyez, on conservera ce risque d'averse. Les températures, elles, évolueront entre 16 et 18 degrés. On a un petit peu plus de mal à atteindre la barre des 20 degrés. Pour la journée de samedi, le thermomètre va lui continuer de baisser avec 15 degrés pour Alençon, Laval ou encore du côté de Mamers. Idem à Vendôme, 16 degrés pour la Flèche ou encore au Mans. Côté ciel, on profite encore une fois de bons moments ensoleillés avec toujours quelques passages neigeux, mais globalement ce sera un temps plutôt calme et sec. Et pour la journée de dimanche, le temps restera calme mais très nuageux dans l'ensemble. Alors on aura bien évidemment l'occasion d'affiner tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez, messieurs, dames, une excellente journée en ce vendredi 27 septembre. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre.
De retour dans la suite d'Au Quotidien, bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite. Un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. La pluie, le vent a lessivé les masses d'air ce jeudi, ce qui a permis de bénéficier d'un air de qualité majoritairement moyenne sur les Pays de la Loire et localement bonne dans le Nord-Sarthe. Vendredi, l'indice de qualité de l'air devrait être uniformément moyen. Tout de suite, notre invité Laure. Jean de Falandre, merci d'être avec nous. Vous êtes producteur récoltant de sève de bouleau bio et local. Un pari gagnant, hein, je le disais en titre au début du journal, pour cette entreprise que vous avez montée il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans. Ouais. Un projet que vous avez mûri parce que vous travaillez en forêt depuis... Quelques années, ouais. J'ai pas mal vadrouillé en Sarthe, effectivement, avant. Un amoureux de la forêt. Et alors, vous avez fait réaliser un film, d'abord, avant toute chose, pour montrer ce qu'est finalement la production, comment on récolte cette sève ou eau de bouleau. Je vous propose de regarder un premier extrait. Le bouleau, c'est un arbre pionnier, donc c'est l'un des premiers arbres qui va arriver en forêt. C'est un arbre qui économiquement ne vaut pas grand-chose. Les parcelles de bouleau sont souvent mises à nu pour pouvoir faire des plantations d'essence un petit peu plus valorisées. On pourra le relier avec les bouleaux là plus haut. Le bouleau, c'est un arbre qui est assez fascinant. Au moment de l'hiver où il y a les premiers rayons du soleil, il va venir chercher l'énergie dans la terre. Et c'est à ce moment-là qu'il va créer une eau qui va être riche en oligo-éléments, en minéraux, légèrement sucrés. Et en fait, c'est cette eau-là qui va venir remonter jusqu'au sommet de l'arbre et qui va permettre l'apparition des premières feuilles et des premiers bourgeons. Et donc c'est à ce moment-là qu'en fait, il va générer cet élixir de printemps qui est consommé en cure depuis des générations. Et c'est ça qu'on va venir partager avec l'arbre, alors dans des quantités minimes, pour pouvoir réaliser ces cures de printemps. De très belles images. Ouais, c'est un film promotionnel, mais c'est plus qu'un film promotionnel, parce que là, vous vous êtes fait vraiment plaisir à faire réaliser par un professionnel une sorte de documentaire sur votre activité, quoi. C'est ça. Ça explique vraiment notre projet, notre passion, avec les difficultés qu'on peut avoir en forêt quand on récolte la sève de bouleau et plutôt des gros volumes, parce qu'on a la chance d'être leader en France, à récolter un peu plus de 150 000 litres par an. C'est ça. Et sur plusieurs parcelles, hein, évidemment. On a 4 sites de production en Sarthe. En limite Sarthe, en forêt de la Grande Charny, puis en sud Sarthe, parce qu'on a notre embouteilleur qui est aussi en Sarthe, au sud de la Sarthe. Donc ouais, c'est un beau projet, c'est surtout vraiment comment expliquer notre aventure en fait. C'est surtout une aventure humaine, forestière, et donc c'était un peu l'objet de ce film, de faire un truc qui montre comment on vit ça pendant cette période qui est très courte, parce que la récolte ça dure 25 jours. Oui, c'est ça. C'est en hiver, il fait froid, vous avez les pieds dans la boue, vous êtes tout le temps, jour et nuit dans la forêt. On le voit dans ce documentaire d'ailleurs. C'est ça, jour et nuit, parce qu'on travaille 7 jours sur 7. La nature, elle ne connaît pas le samedi, elle ne connaît pas le dimanche. Et donc, c'est du 7 jours sur 7, qui pleuve, qui vente, qui gèle, parce qu'on se retrouve mi-février, il peut y avoir de la neige, du givre. Et donc on s'adapte. Et c'est vraiment un peu comme les agriculteurs, ils doivent s'adapter. On a beaucoup de pluie en ce moment, les ensilages de maïs vont être pas simples. Et on a la même chose pour nous en forêt où faut s'adapter pour pouvoir produire, en sachant que on a quand même des contrats avec U, avec d'autres enseignes. Ouais. Et donc il faut produire pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que vous produisez très concrètement pour qu'on comprenne ? On produit de la sève de bouleau. Donc on va faire un petit trou dans l'arbre avec une perceuse. Et pendant le printemps, la sève, elle va couler. Et nous, on la récolte. On a importé une technologie du Québec et du Canada pour récolter la sirop d'érable. En fait, on leur a importé leur technologie. Et donc maintenant, on récolte avec des tuyaux. Et en fait, toute la sève arrive et coule et puis elle arrive en bas. Vous créez une espèce de toile d'araignée. On vous voit avec les tuyaux là dans la forêt. Un important dispositif, oui. Ouais, un très gros dispositif. Donc c'est vrai qu'on dit vous avez de la chance, vous travaillez qu'un mois dans l'année. Oui, la récolte ne dure qu'un mois, mais on travaille un petit peu plus. Voilà, parce qu'on a tout l'entretien du réseau, le montage, le démontage, le nettoyage. Donc voilà, il y a un gros travail pour préparer la récolte. Et vous avez eu un prix récemment, on voulait le souligner, la sève française, puisque c'est le nom de l'entreprise, remporte la FEF d'or pour sa collaboration avec la coopérative U. Ça a du sens parce que vous travaillez en local, vous récoltez et vous vendez dans le supermarché U à 5 km de là où vous récoltez. C'est ça. En fait, un peu comme tout le monde, moi, je suis un citoyen lambda, on va dire. J'avais un peu peur de
de toquer à la porte d'un magasin. Et puis un jour, je dis, allez, pourquoi pas, un produit de la sève de bouleau, on pourrait quand même proposer dans le magasin à côté. J'ai eu un hyper bon accueil par le PDG, enfin par le propriétaire du magasin U à côté de chez moi. Et il m'a dit, bah, pourquoi pas, vous savez, on a un truc qui s'appelle le meilleur du local. Alors maintenant, ils ont changé de nom, ça s'appelle Local et Engagé. On peut vous référencer et on peut vous faciliter l'accès aux différents magasins. Ouais. Et donc maintenant, on travaille avec 99, presque 100, mais 99 magasins U en France et principalement dans la région, évidemment. C'est formidable. Alors, je tiens juste à signaler qu'à la fin de ce documentaire que vous avez réalisé, qui ne dure que 13 minutes, mais je vous invite encore une fois à aller sur la chaîne YouTube La Sève Française et vous allez le trouver tout de suite. À la fin, quand vous avez fini la récolte, vous dites au revoir aux arbres à l'année prochaine. J'ai trouvé ça fabuleux parce que vous êtes tellement immergé dans votre élément naturel, j'allais dire, qui est la forêt. Une forte sensibilité, c'est fou, c'est fou. Vous leur dites au revoir à l'année prochaine. Ouais, en fait, je ne vais pas dire qu'on les connaît tous individuellement, mais parce qu'on a plus de 4000 bouleaux. Mais en fait, on va les voir hyper fréquemment. Là, j'étais ce week-end encore dans une des parcelles, là, sur Tény-Conly, où on va regarder que si tout se passe bien, qu'il y a en ce moment, voilà, surtout aujourd'hui, on a pas mal de vent. Est-ce qu'il y a des arbres qui vont abîmer le réseau? Donc on passe, on coupe les arbres qui sont tombés. Donc voilà, Et c'est pas invasif pour ces arbres, justement, le fait de les percer un peu alors c'est souvent une question qu'on nous pose. En fait, on a importé la technologie du Québec et du Canada, et pour eux, ils récoltent le sirop d'érable, et ils ont énormément de normes. En fait, la récolte du sirop d'érable, c'est très normé, vous n'avez pas le droit de percer un arbre qui ne fait pas tel diamètre, et donc on applique ces mêmes règles chez nous en France, et donc on va prendre que des arbres qui ont un certain âge, qui ont au moins 30 ans, et qui font au moins une vingtaine de centimètres. Et on voit qu'ils cicatrisent rapidement, les Exactement. arbres, comme nous. Tout à fait, il y a un processus de cicatrisation que vous suivez. Oui, en fait, on regarde tous les ans. Si un arbre n'a pas cicatrisé, on ne va pas le repercer l'année d'après, parce qu'on veut évidemment percer que des arbres qui sont en pleine forme. Et il a beaucoup plu cet été. Et donc pour le forestier que je suis, c'est super bien parce qu'on avait quand même 3-4 années de sécheresse derrière nous. Et donc là, les herbes, ils se sont quand même refait une santé. Et ça, c'est plutôt chouette. De l'eau de bouleau, on peut encore en acheter en ce moment ou ce sera en janvier, février Il y en a encore dans quelques magasins. Je suis passé au Super U du Mans Libération, j'en ai vu tout à l'heure. On m'a dit qu'à Conneré, il y en avait encore un peu. Donc il y en a encore dans quelques magasins U de la région et quelques autres. Il y a quelques inters. Et sinon, traditionnellement, ça se boit plutôt en hiver et c'est détox. Voilà. C'est ça, fin de l'hiver. C'est vraiment pour nettoyer l'organisme. Exactement. En février-mars, normalement, vous devriez nous voir. C'est passionnant. Local et de saison. Ouais, c'est vraiment passionnant. Bravo pour le prix et puis bonne route à la Sève Française, production locale et bio en Sarthe. Vous l'avez compris. Félicitations et merci. Merci à vous. Les invités de ce vendredi. Alors, je vous parle de l'invité du journal uniquement, c'est Marie-Hélène Souchard. Elle est dans notre journal pour parler d'un mois de projection débat qui interroge notre santé en rapport avec les pesticides environnants. C'est du 30 septembre au 19 octobre. C'est dans une dizaine de communes sartoises et c'est organisé par un collectif d'associations très large. Vous le verrez demain. Et tout de suite, culturel avec Chloé Bergera. Mais on ne se quitte pas sans remercier notre fidèle téléspectatrice Patricia Monchâtre qui nous a confectionné tout un tas de ces petites chenilles du bonheur. Alors, les chenilles du bonheur, regardez. Elle nous a fait des chenilles du bonheur. Bravo, merci mille fois à Patricia qu'on embrasse. On en a choisi une chacune. Ça nous fait chaud au cœur. C'est la fin de notre journal. Patricia. Oui. Merci. Et puis voilà, c'est la fin de Quotidien. Retrouvez-nous lundi en direct à 18h30. D'ici là, passez de très bons moments sur LMTV Sarthe. Bonne soirée. On se retrouve vendredi. Et vendredi. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre.